Je te laisse faire l'intro du coup, Diane. Ça Maintenant, doit être bon. Hop. C'est bon, c'est en ligne. Bonjour à tous. bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire. Donc, on est environ une trentaine de participants ce matin. Donc, c'est un webinaire à l'intention des techniciens du quart nord-est de la France et l'objectif, c'est de créer un moment d'échange et de partage interactif sur la conduite des céréales à la paille pendant environ 1 heure. Ça va dépendre du temps d'échange, mais on va partir sur 1 heure. Et donc, pour ça, on est 5 ingénieurs régionaux. Est-ce que tu peux passer la diapo d'après, Benjamin? Ouais, voilà, pour répondre à vos questions. Donc, du nord au sud, pour la Lorraine, donc il y a Justin de Requener et Benjamin Collin qui sont avec nous. Bonjour. Pour l'Alsace, Didier Lasserre. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, Luc Pelcé et moi-même, Diane Chavassieux. Donc voilà pour l'équipe. Et comment va se dérouler du coup ce webinaire? Donc en fait, il va y avoir 2 phases. La première phase, donc pendant 30 minutes, une présentation sur les céréales à paille, un peu sous forme de point d'actualité, avec dans un premier temps une partie sur la physiologie des céréales à paille, en lien avec le contexte, et puis une deuxième partie sur plus des questions agroclimatiques et les conséquences sur les céréales dans les champs actuellement. Donc ça, c'est la première partie qui va durer environ une petite trentaine de minutes. Et puis la deuxième partie va consister en un échange. Donc vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas ouvrir votre micro puisque c'est un événement public. Par contre, vous pouvez écrire vos questions via la fonction de chat. Donc en fait, qui s'affiche en haut à droite dans votre barre sous forme de petite bulle. Donc vous pouvez cliquer dessus même pendant la présentation. Les questions vont s'afficher au fur et à mesure qu'on les traite. Donc en fait, en bas de la barre de chat, vous avez possibilité de mettre votre nom, d'écrire votre question et d'appuyer sur Entrée. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite la question, c'est qu'en fait, il faut que nous, on les valide pour que la question s'affiche. Donc on les validera au moment où la question sera posée, où on en discutera. Donc ça ne sert à rien de réécrire plein de fois la même question. Si vous ne la voyez pas, c'est juste qu'elle n'a pas été validée. Mais normalement, elle a bien été envoyée. Donc ça, c'est pendant le moment de présentation. N'hésitez pas à écrire toutes vos questions et même après, pendant le moment d'échange. Il y a un temps qui est prévu pour ça et l'objectif, c'est que ce soit interactif et que vous puissiez poser toutes vos questions, toutes les questions que vous avez. Et en dernier lieu, il y a un questionnaire de satisfaction. Donc, on vous a déjà mis le lien dans la barre de chat. On vous le renverra par mail à la fin pour savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre toutes vos remarques ou même d'autres idées de sujets à traiter. Comme c'est le premier, on est preneur aussi de vos bonnes idées pour d'autres sujets et puis de tous vos retours que vous pouvez nous faire. Voilà pour la petite présentation. Je vais laisser du coup la parole à Justin et à Benjamin pour le début. Et n'hésitez pas à écrire toutes vos questions pendant le temps de présentation. Ouais, merci Diane. Donc je vais commencer, c'est Benjamin. Pour commencer un peu cette première demi-heure sur l'état des cultures, on va commencer un peu avec de la physio. Donc quels sont un peu aujourd'hui dans les parcelles le stade? Donc la semaine dernière dans les BSV, que ce soit en Lorraine, Alsace ou Bourgogne-Franche-Comté, on était plutôt autour de épi 1 cm 1 œuf de façon majoritaire. Et là, cette semaine, on peut s'attendre à avoir une bonne proportion des parcelles qui sont au stade de nœud. Donc quelques petits rappels sur justement le stade de nœud et comment le repérer. Donc dans la parcelle, c'est bien de prélever 2 fois 10 plantes consécutives, de les fendre en deux, de les disséquer et de regarder la hauteur moyenne entre le plateau de talage et le sommet de l'épi. Et en moyenne, si la hauteur est autour de 10 cm, on considère qu'on est à peu près au stade de nœud.
Après, c'est fluctuant suivant les variétés et leur résistance à l'averse, puisqu'en fait, les variétés, on va dire, résistantes à l'averse vont avoir des entre-nœuds plus courts et donc une hauteur moyenne des épis d'environ 6 cm quand ils sont au stade de nœud, alors que les variétés sensibles, eux, ont des entre-nœuds, un allongement plus long de la tige et donc une hauteur un peu plus grande de 12 cm généralement. Et puis, alors petit point aussi physio sur ce stade de nœud, par rapport notamment à l'émission des feuilles, et notamment les feuilles définitives. Donc actuellement, là, il y a la F2 définitive qui est pointante, la F3 définitive qui correspond en fait à la première feuille étalée du moment, et la F4 définitive qui correspond à la F2 du moment. Donc notamment la F4, on s'intéresse à celle-ci, par exemple pour la septo, pour déterminer le seuil d'intervention par rapport à la fréquence des tâches de septo sur cette feuille F4 définitive. Donc pour replacer un petit peu le stade de nœud dans le contexte de la campagne, on vous propose un petit tour de plaine en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté et Lorraine, avec les 2 tableaux que vous retrouvez là sur cette slide. Donc chaque tableau en fait informe sur la date d'arrivée du stade de nœud pour différents contextes pédoclimatiques. Donc un contexte pédoclimatique de la Meuse, de Bourgogne et d'Alsace, où vous retrouvez en fait les dates observées du stade de nœud pour un semis de Rubisco au 1er octobre sur le premier tableau, ou un Rubisco semé plus tardivement au 25 octobre sur le second tableau. Et vous avez aussi la médiane des 20 dernières années qui est affichée à côté. Donc l'élément important de ce tableau, c'est de comparer la date réelle à la date médiane. Et donc vous pouvez le voir, hein, les dates observées, dates réelles du stade de nœud, peu importe les dates de semis, même pour les semis tardifs, là, on arrive au stade de nœud dans quelques jours, où on l'a déjà passé pour certains contextes. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur une année en avance, allant de 7 jours pour les semis du 1er octobre, jusqu'à 11 jours pour les semis du 20 octobre. Donc, on a cette année une précocité qui est marquée, notamment du fait des températures douces que nous avons eues pendant l'hiver. Alors pour finir un peu sur le point physio, on va dire physio pur, avec le stade de nœud, où est-ce qu'on en est par rapport aux composantes du rendement? Donc là actuellement au stade de nœud, on est en pleine montaison. Donc on a eu la composante nombre de plantes qui a été déterminée donc fin talage. Le nombre de tiges maximal a été formé aussi également en ce fin talage. Et donc là, au cours de la montaison, on est sur la montée des tiges. Donc là, potentiellement, on peut avoir également une plus ou moins grande régression des tiges et aboutir en fin de montaison donc au nombre d'épis, à la composante nombre d'épis par mètre carré. Autre composante vis-à-vis notamment de la formation des épiais qui vient de se terminer. Donc on a le nombre d'épiais maximal. Et pareil, là, on va voir également plus ou moins de régression à partir de stade de nœud. On a également la formation des fleurs, qui va commencer, qui va être initiée, pour derrière obtenir au final le nombre de grains, la composante nombre de grains. Et puis on a également donc la dernière composante, le poids de 1000 grains, qui est davantage lié donc au remplissage des grains au cours de la maturation et qui a moins de lien direct avec ce qui se passe au stade de nœud. Donc, suivant ce qui va se passer actuellement au stade de nœud, on va avoir des répercussions principalement sur les composantes nombre d'épis et nombre de grains. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, sur l'effet du contexte agroclimatique sur nos cultures et sur les composantes de rendement. Donc on va regarder un petit peu le contexte et ses impacts sur la plante, sur les plantes. Donc premier élément de contexte, c'est l'absence de pluie depuis plus d'1 mois maintenant, à peu près sur tous les territoires. Donc c'est ce qui est illustré ici avec ce graphique qui vous présente en fait le cumul des pluies depuis le 20 octobre sur la station de météo de Dijon, où vous avez en fait en
en abscisse les jours, une donnée temporelle, et en ordonnée, vous retrouvez le cumul des pluies indiqué en millimètres. Et donc la courbe rouge représente la campagne de cette année, le cumul des pluies de la campagne de cette année. En jaune, vous avez la médiane des 20 dernières années, et les mini et les maxi qui encadrent ces données-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en fait depuis à peu près le 10 mars? Si on se place ici à ma souris et que l'on remonte, eh bien, on voit que le cumul des pluies n'a pas évolué, ce qui signifie donc, depuis un peu plus d'un mois, on a l'absence de pluie totale sur la station de Dijon, et c'est un élément de contexte qu'on retrouve partout. Là, si on reprend le cumul des pluies pour la station de Metz, par exemple, voilà, on a la même information, on a une stagnation des pluies. Des pluies importantes. Donc ça, vous l'avez tous vu, mais c'est un contexte important. C'est un élément de contexte important. Alors justement, pour continuer sur ces faibles précipitations, ça va avoir un impact en partie sur le remplissage de la RU. Donc ici, je vous ai mis un graphique qui représente en ordonnée la réserve en eau du sol. La réserve en eau du sol et en abscisse la durée, le temps. Donc ce qu'il faut regarder, donc là c'est sur, on va dire, sur une parcelle avec une RU de 100 mm. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est la courbe rouge qui correspond à l'année 2020 et la courbe orange correspond à l'année 2017. C'est également durant cette année 2017 qu'on a eu de faibles pluies en cours du mois de fin mars-avril. Donc, ce qu'on peut voir ici en 2020, c'est que d'une part, on a un remplissage, on va dire, plus précoce qu'en 2017 de la RU et rapide, puisque en fait, on va avoir un remplissage maximal de la réserve en eau du sol début octobre, et on va être à capacité au champ tout le long de l'automne et de l'hiver, et on va débuter une diminution de cette réserve en eau du sol à partir de début mars. Donc là, on est à peu près dans la moyenne. La moyenne correspond étant la courbe grise pleine. Donc au début, on est dans la moyenne, et en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, eh bien, on a une diminution très drastique de la réserve en eau du sol. On est même pire qu'en 2017. Alors ça, c'est lié au fait que on a peu de pluie, comme l'a dit Justin, mais également aussi, on a énormément d'ETP, c'est-à-dire d'évapotranspiration, notamment lié au rayonnement, qui est en fait exceptionnel cette année, qui est même un record depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine. Et également aux températures, au vent aussi. Les vents de fin de mars ont été assez séchants, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est sur une réserve en eau du sol en dessous du seuil de réserve de survie, RS. Et en fait, quand on est en dessous de ce seuil, eh bien, la plante a beaucoup de difficultés à extraire l'eau du sol. Donc ça, c'est un point important par rapport à cette année 2020. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physio lorsqu'on a un déficit hydrique? Donc le stress hydrique en fait va induire en plus une difficulté d'absorption de l'azote, et donc à partir du stade de nœud, on va avoir différents éléments qui vont impacter nos composantes de rendement. Le premier élément, c'est la régression du nombre de thalles, les thalles qui ont été formées avant le stade épi 1 cm, où toutes les thalles ne vont pas monter à épi, et donc on va avoir un impact réel sur le nombre d'épis au mètre carré. Ensuite, on a la régression des épillets qui ont été aussi formés auparavant, qui vont impacter le nombre de grains par épi. Et dernier élément aussi, le stress hydrique va amener à une diminution du nombre de fleurs qui sont en train d'être formées entre le stade de nœud et la méiose. Et donc les deux derniers éléments vont directement impacter le nombre de grains par épi.
Alors pour continuer un peu sur ces effets du déficit hydrique, avec un effet indirect sur l'azote, puisqu'en fait, on va avoir une mauvaise valorisation de l'azote suivant le moment où on l'a apporté. Cette année, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a apporté de l'engrais azoté avant le 9 mars, eh bien, ces engrais ont été bien valorisés. C'est ce qu'on peut voir en fait dans ce tableau-là, où en fait en ligne on a différentes stations des régions de l'Est, et en colonne on a les dates. Et à l'intersection, on a, on va dire, un on a un bouton, on va dire vert, qui correspond au fait que on a eu suffisamment de pluie pour bien valoriser ces engrais qui ont été apportés à cette date-là. En orange, on est plutôt dans une situation intermédiaire, et en rouge, on est dans une situation où l'apport d'engrais n'a pas été suffisamment valorisé du fait qu'on n'a pas eu assez de pluie qui ont permis en fait de dissoudre l'azote dans l'eau et derrière d'être absorbé par la plante. Donc globalement, par exemple, à Saint-Hilaire, on voit bien que, on voit bien que jusqu'au 7 mars, tous les apports ont été bien valorisés. Au 9 mars, ça commence à être juste, et à partir du 9 mars, eh bien derrière, on est sur des très mauvaises valorisations des engrais qui ont pu être apportés. Au-delà de ça, ce qui a pu également, donc ça va induire des carences en azote, mais ce qui va potentiellement aussi aggraver cela, c'est ce qui s'est passé en hiver et à l'automne 2019-2020, avec notamment, comme vous avez pu le voir, des hydromorphies, des problèmes de structure du sol. Donc tout ça va engendrer en fait un mauvais enracinement de la plante, et derrière, elle va pas être capable de chercher, on va dire, l'azote disponible dans le sol comme elle pourrait le faire à l'habitude. Et d'autant plus qu'on a également des reliquats qui sont assez faibles, qui sont plus faibles que la moyenne, du fait derrière qu'on a également eu des fortes pluies durant l'hiver, notamment la sortie d'hiver, et voilà. Autre point également sur plus les cultures de printemps, par rapport à l'apport d'azote sur les cultures de printemps. Donc là, cette année, c'est globalement, on a des semis, enfin ça dépend des régions, mais on a des semis un peu plus tardifs, et derrière, on va se situer un peu dans des zones, dans des périodes un peu plus justes en termes de valorisation de l'azote, notamment si on est en forme liquide. Donc ça peut être problématique aussi pour la culture de printemps, type orge de printemps. Et donc pour continuer, on a vu que depuis le 9 mars, il était difficile de valoriser l'azote. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'on arrive à partir du stade de nœud. Normalement, on peut piloter le troisième apport en utilisant des outils de pilotage. Mais avant de se lancer sur le diagnostic, il faut déjà s'interroger donc sur la valorisation du dernier rapport qui a été réalisé. Donc, si les apports ont été réalisés avant le 9 mars, comme l'a montré Benjamin, on a eu donc une valorisation du dernier rapport, donc on considère que la plante a absorbé tout l'azote, et donc on peut réaliser notre diagnostic là sans problème. Par contre, si les derniers rapports ont été réalisés par la suite, il n'y a pas eu de pluie, donc il est encore trop tôt pour aller réaliser le diagnostic. C'est-à-dire que vos plantes n'ont pas encore absorbé l'azote, et donc que le diagnostic sera faussé. Donc il faut attendre un petit peu pour être plus précis. Donc on attend. Ouais, et alors juste avant de passer aux températures, hop. Petit complément sur les carences en azote d'un point de vue physio. Actuellement, donc si on a des carences, ça peut avoir des conséquences notamment sur les régressions de tiges, de même que le déficit hydrique, c'est un peu lié, et également sur la régression des pieds. Donc derrière, ça va avoir un impact aussi sur le nombre de grains par épi. Voilà, petit complément physio. Ensuite, sur les températures gélives de cette fin mars, qui a aussi marqué l'année 2020, enfin ce début de printemps. Donc là, je vous ai remis en fait une carte de la France avec les températures minimales entre le 20 mars et le 4 avril. Donc là, on voit pas très bien sur l'échelle des ordonnées, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'Est,
les régions de l'Est et même jusqu'en Auvergne, on se situe sur des températures minimales qui sont autour de entre -2 et -4, voire -5. Et dans certains secteurs, on est sur du bleu, on va dire un peu plus foncé, on peut aller jusqu'à -5, -7 degrés le matin. Par exemple, à Saint-Hilaire, le 1er avril, on était à -6 de température. Donc on était bien inférieur par endroit, de façon ponctuelle, au seuil de -4. Donc le seuil de -4 degrés, c'est en fait un seuil de surveillance, c'est pas forcément un seuil de dégâts, c'est un seuil à partir duquel potentiellement on peut avoir des dégâts. Donc justement sur ces dégâts, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, on va dire, des dégâts minimes, c'est-à-dire des surfaces foliaires impactées, mais ça derrière en fait la plante va être capable de bien compenser et donc derrière on n'a pas de perte de rendement en soi. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est le gel d'épi. Donc, on peut, si le gel s'est produit, on va dire, sur des stades précoces, par exemple épi à 1 centimètre, on peut avoir une destruction totale de l'épi, notamment du maître brun. Donc, ce qui a pour conséquence donc déjà de diminuer le nombre de tiges et d'avoir également un maître brun donc, qui est supprimé et qui participait fortement au rendement. Mais derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on est dans des conditions où il n'y a pas de facteur limitant, eh bien les thalles secondaires et tertiaires peuvent compenser la perte du maître brun, si elles n'ont pas été touchées. Ce qui est souvent le cas quand on est en début montaison, puisque ils sont à des stades un peu plus précoces que le maître brun. Ensuite, si on a un gel qui a lieu plutôt mi-montaison, là par contre, tous les épis, que ce soit le maître brun ou les thalles, peuvent être impactés. Alors c'est pas forcément des destructions totales, mais ça peut être des destructions partielles de l'épi, avec notamment des suppressions d'épillets. Et ça va être visible à l'épiaison, pardon. Donc là, par exemple, on voit une photo où en fait les dégâts de gel vont avoir des conséquences, par exemple, sur le sommet de l'épi. On va avoir des épillets du sommet de l'épi qui sont supprimés, ou bien du milieu de l'épi, où ça peut arriver aussi en bas de l'épi, ou de façon très aléatoire le long de l'épi. Donc ça peut être des conséquences qui sont observées au champ, assez ponctuelles. Donc si on a des doutes, on peut aller vérifier l'état de l'épi dans les parcelles. Et donc, comme Benjamin l'a dit, il a fait froid, il y a eu certaines gelées à certains endroits, mais autre élément lié aux températures, ce sont de fortes amplitudes thermiques. Alors c'est ce qui est représenté là en haut à gauche sur le graphique, qui vous indique les températures mini, maxi et moyennes pour chaque jour. Sur la station de Dijon. Donc les maxis sont en orange, les mini en bleu et les températures moyennes sont en grise. Donc si on regarde depuis le début avril, là, on retrouve un petit peu de fortes amplitudes thermiques sur les mêmes journées, entre le mini et le maxi. Là, sur Dijon, le 6 avril, on a eu des amplitudes thermiques de 20 degrés. Et c'est ce qui s'est retrouvé aussi un peu partout dans la plaine, que ce soit à Colmar ou dans la Meuse, on a eu des amplitudes thermiques le 5 avril de 23 degrés. Donc, ces amplitudes thermiques là, couplées à des rayonnements importants, puisque ces mêmes journées-là, il a fait grand ciel bleu, donc on avait des rayonnements importants, et couplés en plus aux différents stress qu'on a pu voir en amont, là, qui étaient du stress hydrique et des carences azotées pour certaines parcelles, font que il y a un stress oxydatif qui se crée dans la plante et il y a l'apparition de tâches dites physiologiques qui sont en fait des taches qui apparaissent suite à l'éclatement de parois cellulaires. Et ces taches-là, donc elles peuvent être jaunâtres, rouges, et puis difformes. Elles ne vont pas impacter le rendement, donc ça, il faut pas s'en inquiéter. Donc c'est un élément qui peut faire peur, mais donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Et donc lorsque vous surveillez au sein des parcelles, il ne faut surtout pas confondre, il faut prendre le temps, il ne faut pas confondre ces éléments-là avec
avec de la septoriose, puisque les tâches physiologiques en fait vont apparaître principalement sur les derniers étages foliaires, c'est-à-dire en haut de votre plante, alors que la septoriose, vous le savez, hein, est plus présente sur les feuilles du bas, puis va coloniser les feuilles du haut par effet splatching. Donc on n'a pas du tout la même... enfin voilà, il ne faut pas les confondre. Donc tâche physio, on regarde plus vers le haut, on va avoir un impact, un étage foliaire qui va être principalement impacté. La septoriose, ça va être une dissémination continue du bas vers le haut. Donc voilà, je le répète, les tâches physio, pas d'impact sur le rendement. Ouais. Et petit élément aussi, pardon, en plus, oui, bien sûr, hein, pour vous aider à reconnaître, hein, la septoriose, vous allez retrouver les pycnides caractéristiques que vous n'allez pas avoir sur les tâches physio. Ouais, alors pour continuer sur la septo et finir sur ça, donc où est-ce qu'on en est exactement en 2020 sur cette septo? Donc en fait au début enfin en sortie d'hiver, on avait plutôt un inoculum qui était bien présent dans les régions de France et des régions de l'Est notamment, on va dire davantage que les années précédentes. C'est ce qu'on peut voir en fait sur ces 3 cartes qui représentent en fait la pression de l'inoculum en 2020, 2019 et 2018. Donc nous, dans l'Est, on se situe quand même dans des zones vertes, vert clair, jaune. Donc on n'est pas comme dans l'Ouest avec un fort inoculum. Mais par contre, on a une plus grande pression que l'année 2019, on était en vert clair majoritairement, ou l'année 2018. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comme on l'a dit, on n'a pas de pluie depuis mi-mars environ. Et donc derrière, eh ben, la maladie ne peut pas se développer sur le reste de la plante. On n'a pas ces effets en fait splash, où on a les éclaboussures qui vont se déposer sur les éclaboussures de pluie qui vont se déposer sur les étages foliaires supérieurs. Donc ça va freiner vraiment la maladie. Et d'autre part, autre point, c'est que en fait, au fur et à mesure du temps, on cultive de plus en plus de variétés, on va dire tolérantes dans nos paysages. Par exemple, ici, je vous ai mis un tableau qui reprend en fait le modèle Septolis avec la météo jusqu'au 10 avril et des prévisions jusqu'au 15 avril, jusqu'à aujourd'hui. Pour 2 variétés, une variété on va dire LG Absalon, peu sensible à la septoriose, et une variété sensible à la septoriose Rubisco. Pour 2 dates de semis, précoces et tardifs, au 1er octobre et 25 octobre, et 3 stations, on va dire, des 3 grandes régions de l'Est. Donc globalement, sur la variété tolérante LG Absalon, il n'y a pas de risque actuellement de septoriose, du fait déjà de sa résistance, du fait qu'on n'a pas eu de pluie. Sur Rubisco, c'est également le cas, on va dire majoritairement, sauf pour les semis précoces à Dijon ou à Colmar, où là en fait la couleur orange signifie qu'on est dans une date d'alerte. Là, le vert, il n'y a pas de souci. L'orange, c'est en fait où il faut faire attention, il faut surveiller, voilà. Et le rouge, qui n'est pas présent ici, c'est il faut traiter. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de traiter. Donc voilà un peu sur cette partie un peu présentation de ce qui s'est passé pour ce début de printemps. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a eu un petit peu. Oui, il y a pas mal de questions, ouais. Ouais. On peut peut-être les prendre dans l'ordre. Il y a une première question sur le risque de verse par rapport aux conditions météo actuelles. Est-ce que cette année, nous avons un risque de verse important ou réduit? Donc, en effet, je suis en train de publier la question en même temps. Ouais, c'est bon, ça a marché. En effet, comme on a eu, Benjamin l'a dit, des rayonnements très records et très importants, ça ne favorise pas du tout le risque de verse. Donc, on peut dire que le risque de verse est très faible cette année. Et le fait qu'il y ait aussi du sec et un manque de pluie, ça ne va pas favoriser la montée des thalles. Et donc, le risque de verse va être très faible cette année. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à cette question. Après, on a une autre question sur l'irrigation. Donc là, je vais peut-être laisser Didier répondre. Fallait-il attendre 2 nœuds pour démarrer l'irrigation?
Oui, bonjour, j'active mon micro, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est bon. Oui, parfait. Ben, je dirais oui et non. Non, pour l'azote, il fallait commencer avant. Et dès le stade des pieds 1 cm, tout simplement pour valoriser l'azote existant. Mais je dirais que les besoins en eau d'un blé augmentent fortement, surtout à partir du stade 2 nœuds. Hormis l'azote, si on enlève l'aspect azote, ils augmentent à partir du stade 2 nœuds. Donc, pour des agriculteurs qui, par exemple, auraient mis l'azote en Alsace dans les environs du 15-20 mars, qui ont été suivis par quelques pluies quand même, environ une dizaine de millimètres qui sont intervenus vers le 21, 22, 23 mars, à la limite, ces gens-là pouvaient commencer l'irrigation qu'au stade 2 nœuds. Par contre, évidemment, si l'azote a été mis juste après, 22, 23 mars, il fallait commencer tout de suite. Donc, je ne sais pas si la question est celle-là. Donc, fallait-il commencer avant le stade 2 nœuds? Oui, pour valoriser l'azote. Non, si l'azote avait été valorisé dans des conditions très, très spécifiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors une autre question, peut-on estimer les pertes de rendement suite au déficit hydrique actuel, si cela dure jusqu'à fin avril? Bonjour, Luc Pelcé, donc à Dijon. Question toujours compliquée que de mettre des chiffres de perte de rendement sur un souci agroclimatique. J'ai regardé hier soir les rendements moyens obtenus au cours des dernières années, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté en blé. Généralement, les rendements de la Lorraine sont assez proches de ceux de la Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai regardé des années qui m'ont, semble-t-il, été très marquées par des phénomènes de sécheresse pendant la montaison. Les dernières, c'est 2011, c'est 2014, c'est 2017. C'est assez fréquent finalement. Et je dirais qu'au cours de ces années-là, tout élément étant égal par ailleurs, on a perdu de l'ordre de, allez, je dirais 10, 12, 15 quintaux par rapport au potentiel de rendement. La pire des trois est probablement 2011. Voire 2014. Ce sont 2 années pires que 2017, à savoir que pendant toute la montaison, jusqu'à l'épiaison, voire au-delà, on était dans le sec, et que au cours de ces années-là, on a fait de l'ordre de 55 à 60 quintaux de moyenne en blé en Bourgogne-Franche-Comté, alors que la médiane est aux alentours de 65, 67 quintaux par hectare. Donc ça, c'est pour le blé. On n'a pas parlé d'orge du tout ce matin, mais on peut tout à fait en parler. Les orges d'hiver sont généralement plus perdantes. Décidément, c'est pas la joie. Sont généralement plus perdantes sous un régime de stress hydrique parce que cette espèce-là, l'orge d'hiver, n'a pas la possibilité de récupérer des grains par mètre carré par une meilleure fertilité des épis, puisqu'on dit souvent que le mode d'élaboration du rendement de l'orge d'hiver est assez peu plastique, c'est-à-dire qu'il n'a aucune compétence en matière de récupération par un nombre de grains par mètre carré, par épi plus élevé. Donc dès qu'il manque des épis sur les orges d'hiver, c'est d'autant plus de rendement perdu. Alors que sur les blés, on peut toujours espérer quelque chose en termes de rattrapage à travers la composante nombre de grains par épi ou nombre de fleurs par épi. Ces fameuses fleurs qui se forment entre tout de suite et puis la floraison. Alors, question suivante. Pour des parcelles qui n'ont reçu que 50 unités d'azote, faut-il compléter les apports même si on est très sec? Question de Benoît. Alors, pour les parcelles, dans tous les cas, on ne conseille pas de faire un apport s'il n'y a pas de pluie derrière pour le valoriser. Donc, j'aurais envie de dire, pour les parcelles qui n'ont reçu que 50 unités, il faut attendre la pluie, quoi. Alors, il y a une question un peu similaire, c'est est-ce qu'on doit apporter, est-ce qu'on aurait
apporter le deuxième apport d'azote avant le 9 mars, même si on était à EPI 0,6 cm, donc même pas à 1 cm. Est-ce qu'il aurait été vraiment valorisé cette deuxième apport avant le 9 mars? Enfin, il y a un peu des éléments de réponse dans sa question. Sachant que la courbe des besoins des céréales avant EPI 1 cm est plus faible, on aurait juste fait des tales herbacées, et de plus, la valorisation est plus faible de 40%. Y a-t-il une meilleure valorisation à EPI 0,5 cm avec pluie ou EPI 2 cm sans pluie pour le rendement final? Alors, dans tous les cas, il y aura une meilleure valorisation s'il y a de la pluie derrière. Après, effectivement, que le blé a plus besoin d'azote à EPI 2 cm qu'à EPI 0,5, mais si on apporte à EPI 2 cm et qu'il n'y a pas de pluie pour valoriser l'azote, du coup, l'azote ne sera pas disponible pour la plante. Donc, il valait mieux l'apporter quand il y avait de l'eau pour valoriser cet azote pour qu'elle soit disponible pour la plante. Et puis en fait, je crois que le début de la vraie augmentation du besoin en azote, c'est un peu avant EPI 1 cm. Hein, ça a été montré il y a déjà de très nombreuses années à travers des essais dans la bibliographie. Retenez aussi que le stade EPI 1 cm que l'on mesure savamment en prélevant des plantes et en mesurant la hauteur de l'épi depuis le plateau de talage, ça reste quand même très pédagogico-mémotechnique. Hein. En fait, la bibliographie nous indique que les besoins en azote démarrent à partir de ce qu'on appelle le stade B. Le stade B, c'est le stade au cours duquel on a la différenciation des épillets dans l'épi, et que ce stade B, il est plus précoce que ne l'est le stade EPI 1 cm au sens arithmétique ou mesure du terme. Ok. Alors, et puis il n'y a pas avant le stade B et après le stade B. Hein, c'est la courbe d'évolution des besoins. Certes, elle acquiert une pente un peu plus sévère, plus raide à partir du stade B, mais c'est quand même une loi continue. Hein, c'est pas, je passe de rien à rien en besoin à énormément en besoin. Donc tout ça pour dire qu'on est toujours favorable à anticiper le stade EPI 1 cm lorsqu'on apporte de l'azote au cours de cette période-là. Merci Luc. On a d'autres questions. Donc là on passe sur un autre sujet. Me semble-t-il, il n'y a plus trop de questions liées à l'azote. Sur l'azote, je crois. Quelle serait la valorisation d'un apport réalisé après les dernières pluies en fonction du moment où la pluie reviendra? Ouais. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris cette question. Oui, tu l'as refait là. Quelle sera la valorisation d'un apport réalisé après les dernières pluies en fonction du moment où la pluie reviendra? Je pense que la question, c'est finalement entre je fais mon apport par exemple le 13 mars et il ne pleut pas pendant 3 semaines, ou je fais mon apport aujourd'hui et peut-être qu'il y aura un peu de pluie ce week-end. Quelles sont les différences de valorisation? Alors ça va dépendre de la forme aussi de l'azote. Si vous êtes en liquide, c'est sûr qu'il y aura une très grosse proportion qui se sera volatilisée en ammoniac. En solide, ça va dépendre aussi s'il y a eu... Le pire pour le solide, c'est d'avoir peut-être 1 mm qui vont diluer les granulés et qui vont engranger le processus de volatilisation, mais ne pas être dispo pour la plante. Après, s'il pleut vraiment rien du tout et que les granulés restent au sol, bon, bah, ça attendra que la pluie revienne pour être dispo pour la plante. Mais voilà, ça va dépendre de la forme et aussi du délai de retour à la pluie. Plus il est long, moins on peut penser qu'il y aura une bonne valorisation, quoi. Et quand on dit valorisation à la pluie, c'est 15 mm dans les 15 jours. Bien souvent, mais on est tous pareils, c'est humain, hein, on a envie de dire dès qu'il pleut, ouf, on est sauvé. Non, on n'est pas forcément sauvé. Lorsqu'on a mis au point cette règle, si on peut dire, expérimentale là, du 15 mm dans les 15 jours, ça a été fait donc au Magnereau dans l'ouest de la France sous des serres mobiles. Si on avait pu mettre 5 mm dans les 10 jours, on aurait écrit 5 mm dans les 10 jours. Malheureusement, c'est 15 mm dans les 15 jours. Donc
Ne nous emballons pas forcément toujours dès lors qu'il a plu 2,2 mm, comme ce fut le cas entre le 15 mars et le 15 avril à Dijon. Alors, question suivante, un peu aussi sur la forme de l'azote à apporter. Peut-on envisager un apport de solution azotée mélangé avec de l'eau? 50% d'eau, 50% de solution azotée. Quelle efficacité, risque de brûlure, bénéfice, risque? Alors qu'on fasse de l'azote liquide sous la pluie, ça c'est génial, ça c'est sûr, sous la pluie. C'est le meilleur moyen de limiter la volatilisation. De là à rajouter de l'eau dans la solution azotée, franchement, je ne vois pas. Il faudrait ajouter vraiment beaucoup d'eau, je pense, pour que je ne vois ça pas. passe comme de la pluie. Je ne vois pas. Il faudrait une quantité importante d'eau, je pense. Et puis en Non, plus, c'est comme on diminue la quantité d'azote, donc bon an, mal an, on ne doit pas être gagnant, je pense. Non, je vois pas. Après, C'est comme le clin d'œil que on avait eu lors des formations certifito de l'époque, où pour rendre un herbicide racinaire efficace, certains mettaient des volumes d'eau de 400 à 500 litres par hectare. Quand vous faites de l'arithmétique et vous regardez ce que ça fait en millimètres par mètre carré ou par ce que vous voudrez, c'est epsilonien. Hein. Donc laissons l'eau artificiellement apportée par l'agriculteur de côté et souhaitons plutôt que le ciel nous la donne. Oh, Benjamin, autre question qui a été posée plusieurs fois. Hein. Avez-vous constaté des gels d'épis sur les différents secteurs? Et donc, je recoupe avec la question, avez-vous observé des dégâts de gel dans les blés et quel seuil pour décider de retourner les parcelles? Alors, pour les gels d'épis, alors il y a eu quelques constatations de dégâts de gel qui peut se voir de deux manières. En fait, il peut y avoir d'une part des dégâts foliaires, donc on voit les feuilles jaunes en fait qui ont eu un peu comme un stress dû au gel. Et il y a aussi des gels d'épis dans la gaine, donc quand on ouvre dans le sens de la longueur, la gaine, on voit les futurs épis qui sont nécrosés, en fait, qui sont blancs, turgescents. Ça veut dire que les tissus sont morts, en fait, dû au gel. Et ça a pu être observé dans certaines zones. Alors, on est justement en train de faire une enquête. On vous l'a envoyé via mail, alors on pourra vous le remettre dans la barre des chats pour répondre justement si vous avez observé des dégâts de gel, combien ça représente en proportion, sur quelle zone, etc. Mais il y a eu des zones où notamment, Benjamin en a parlé, les températures minimum ont été assez faibles, surtout que les températures minimum qu'on présente là, c'est des températures sous abri. Qui sont enregistrés et on peut faire l'hypothèse qu'en champ, à des niveaux proches du sol, dans des vallées, dans des vallons, etc., les températures ont pu descendre plus bas que ce qui a été enregistré sous abri. Alors ensuite, on a une question un peu plus pour Didier. Quel est l'impact de l'irrigation sur l'évolution de la septoriose ? L'impact est faible. Pourquoi? Parce que quand on irrigue, par définition, il fait sec. Donc, on a beau avoir l'effet splashing là, qui permettrait aux gouttes, aux spores de monter de feuille à feuille, le fait qu'il fasse sec, fait que la maladie ne progresse pas. Ça serait pas la même chose si on irriguait sous un climat à la limite humide, pendant la pluie. Mais l'irrigation n'y fait rien. C'est la même chose pour la fusariose après qui viendra plus tard. C'est pareil. Le fait d'irriguer, on irrigue par définition quand il fait sec, quand il fait souvent chaud, quand il fait du rayonnement. Donc du coup, ça favorise pas l'évolution des maladies de la septoriose ou de la fusariose plus tard, quoi. Merci. Alors là, on va revenir sur quelques questions azote. Quelle est la stratégie adoptée concernant la fertilisation des orges de printemps, en solide notamment?
Pardon. Du côté des orges de printemps, bon, c'est le même principe en termes de valorisation d'azote que pour les autres cerfs à la paille, voire les autres espèces. Les différences, c'est quoi? C'est que l'azote doit être apporté relativement tôt au cours du cycle afin de garantir et le rendement et la teneur en protéines pas trop élevée pour un débouché brassicole. Donc c'est vrai qu'on s'interroge plutôt sur des apports d'azote qui sont dits précoces, c'est-à-dire entre, on va dire, entre la levée et le débutalage, la mi-talage. Qu'au moment de la levée, sur toutes les dates de semis que l'on a observées au cours de cette année, on a eu peu de chances de valoriser de l'azote. Hormis peut-être sur des semis très précoces de fin février, mais sur la majorité des semis qui ont été réalisés, en particulier au cours de la deuxième quinzaine de mars, peu de chances d'avoir des valorisations d'azote, donc il eût été urgent de ne pas mettre d'azote sur cette espèce-là, et de conserver et de garder cet azote, on en est là je pense, pour des apports de débutalage, voire mi-talage. Je pousse un peu le bouchon parce que j'imagine qu'il ne va pas pleuvoir dans les 5 minutes, là, malheureusement, et que début talage, mi-talage, ça nous donne un petit peu de latitude pour agir. Début talage, mi-talage sur des orges de printemps, mais fin mars, allez, on va dire que c'est vers le 20 avril, vers le 20 avril, on va dire ça. Donc on attend, il est urgent d'attendre. Et il faudra profiter de ce moment-là de l'apport finalement unique d'azote mi-talage pour créer dans la parcelle une zone surfertilisée dans laquelle on retournera ensuite au stade 1E pour faire de la pince HM-Tester et ainsi pouvoir piloter un deuxième apport ou un apport tardif pardon, en plus de cette dose talage. Je vous rappelle que autant sur blé, on réserve de l'azote à la dose totale que l'on pilote ensuite, autant sur les orges de printemps ou d'hiver, mais c'est un petit peu dépassé aujourd'hui, mais sur les orges de printemps, c'est de l'azote supplémentaire que l'on pilote, supplémentaire par rapport à la dose calculée a priori, et je dirais que c'est un pilotage qui nous permet surtout de valoriser les bonnes années. Les bonnes années, c'est-à-dire les années, il ne faut pas se cacher, qui sont celles au cours pour lesquelles on a des populations d'épis, des formations de nombre d'épis extrêmement élevées, la dernière en date étant tout simplement 2019. Donc on est dans un schéma pour l'instant où le potentiel des orges de printemps, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, bien sûr, et c'est heureux, mais on est dans un contexte où les orges de printemps, je dirais, démarrent plutôt dans la difficulté que dans la facilité. Donc, potentiellement, le rendement ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait estimer dès le départ, compte tenu de la sécheresse ambiante. Donc, peut-être les doses d'azote, je dirais, ou les besoins en azote seront moindres que ceux qu'on imaginait sur un schéma type excellente année comme 2019. Je viens de voir que je n'ai pas répondu à la question sur le seuil là, pour les dégâts de gel. Alors, on n'a pas de seuil en tant que tel. Par contre, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller observer les parcelles, de faire des prélèvements dans les zones affectées, de prélever au moins 5 plantes, d'observer l'épi. Donc, si on est avant de nœuds, il vaut mieux faire une observation à la loupe pour voir si l'épi est détruit. Si on est après de nœuds, on peut faire une observation à l'œil nu, voir si l'épi est détruit ou si les épillets sont touchés. Et puis après, c'est de prendre une décision en fonction aussi du stade. C'est-à-dire que plus on va être tôt dans le cycle, plus il pourrait y avoir une compensation par les thalles secondaires pour reprendre la main. Par contre, si on est un peu plus tard, là, ça va être plus compliqué. Il y aura moins de compensation en fait possible, et on conseille qu'il faut qu'il y ait au moins 2 à 3 tiges fertiles par plante pour assurer, on va dire, un peuplement épi optimum. Je pense que les conséquences sont moins graves lorsque le gel intervient avant 2 nœuds qu'après 2 nœuds. Voilà.
essentiellement parce que, mais Benjamin ou Justin vous l'ont dit tout à l'heure, jusqu'à 2 nœuds, on a la mise en place du nombre d'épillets. Et que tant qu'on a cette période-là à vivre, hein, de mise en place des épillets, eh bien, on a toujours des compensations possibles sur des tiges, des tales, pardon, qui n'auraient pas gelé parce qu'elles étaient plus en retard que le mètre brun. Donc on a cette possibilité de compensation par un nombre d'épillets par épi sur les tales qui, je dirais, auront envie de compenser. Sur du gel au-delà du stade de nœud, cette compensation par le nombre d'épillets, c'est mort, puisque ça a déjà été réalisé au stade de nœud, et il ne faut pas trop espérer à ce moment-là de compensation sur une hypothétique augmentation du nombre de fleurs par épi qui n'aurait pas gelé. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus dans un contexte comme celui d'aujourd'hui où on manque d'eau et d'azote, donc potentiellement de fleurs par épillé. Ok, merci pour le complément. On a encore des questions en fait liées à l'azote qui nous sont arrivées. Ne faudrait-il pas jouer également sur les formes d'azote si apport précoce de type urée ou urée enrobée plutôt que de l'ammonitrate ou de l'azote liquide? Alors je pense qu'on est sur les orges. Non, je pense pas. Je pense que c'est une question sur les formes globales. Global, ouais. Ouais. Alors, l'effet forme, je pense que ce qui prévaut le plus, c'est d'avoir de la pluie et de valoriser l'apport. Après, sur les formes, c'est quand même epsilon sur le rendement dans les essais qu'on a fait, sachant que la forme qui va le moins volatiliser et être le plus avantageux, on va dire, en rendement protéine, c'est l'AMO, qui est suivi, ou même à égalité avec l'urée enrobée. Sachant que voilà, après en termes de forme, je pense qu'il vaut mieux jouer sur la valorisation des apports, surtout sur les apports précoces. Ok. Autre question, on n'a pas eu les 15 mm donc dans les 15 jours après les apports. Peut-on conclure que l'apport ne sera pas valorisé? Oui, on peut conclure ça. Attends, quel apport? Je pense que c'est l'apport épi 1 cm. Enfin, ou peu importe en fait. Ouais. Effectivement, si on n'a pas eu d'eau, après, des fois on pousse jusqu'à 15 mm dans les 20 jours. Bon, ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 15 mm, c'est 15 mm, oui. Là, de toute façon, cette année, c'est soit il y a eu plus de 15 mm, soit il y a eu 0. On n'a pas trop d'entre-deux. Donc, quand on n'a pas eu d'eau, effectivement, on peut conclure que l'apport n'est pas valorisé, oui. Ok, alors ensuite on a une question un peu plus maïs. Didier, quelle stratégie d'apport de l'azote sur les maïs en cours de semis? On est un peu hors sujet là, mais bon, si on a le temps d'y répondre, très peu d'intérêt. Didier, ne te défausse pas, s'il te plaît. Non, mais c'est-à-dire, on est au moment du SMI, faut-il amener de l'azote au SMI? C'est la question qui doit être posée. Ouais. Non, il y a très peu d'intérêt en soi, dans la mesure où le maïs utilise de l'azote essentiellement à partir du stade 8 feuilles. Les besoins augmentent à ce moment-là. C'est un peu comme si on faisait le parallèle blé avec le stade des 15 cm. C'est à partir de 8 feuilles que les besoins augmentent. Jusqu'à 8 feuilles, il y a 10%, même pas de l'azote absorbé qui l'est, même pas 10%. Il y a peu d'intérêt. L'azote n'a pas un effet starter non plus. C'est le phosphore qui a un effet starter, dans le cas du 1846. Bon, certains mettent de l'azote au SMI au cas où, parce que ça fait une petite plage, on va dire, pendant laquelle il y aura un peu d'azote sur la parcelle, mais ça n'a pas un gros intérêt. Hein. Quand on fait des essais en mettant 0 azote au SMI et comparé avec 50 unités au SMI, il n'y a aucune incidence sur le rendement. Enfin, moi, je ne suis pas pour. En plus, c'est de l'azote qui est mal valorisé, qui est rétrogradé en grande partie.
qui peut être lessivé. Personnellement, je suis pas pour. Merci Didier. Alors, autre question, nous observons des différences de comportement vis-à-vis des tâches physiologiques entre les variétés. Par exemple, LG Absalon présente moins de symptômes. Y a-t-il des explications physiologiques sur ces différences? Aucune idée. Aucune idée. Aucune Il y a idée. des différences variétales, mais après, Ouais. pourquoi Aucune idée ou pas de réponse digne de ce nom sur la question, sachant que Justin l'a dit aussi tout à l'heure, il n'a jamais été prouvé que ces tâches physiologiques pouvaient avoir un quelconque effet sur le rendement, et je participe à cette conclusion aussi par expérience que non, ça peut bien changer de couleur ou passer par toutes les couleurs, il n'y a pas de différence de rendement. Simplement que c'est moins joli à regarder. Oui, LG Absalon est moins marqué. Pour les plus vieux, Apache était très marqué, voire Caphorn pour les encore plus vieux. Et c'est pas pour autant que ces variétés-là étaient en perdition dès lors qu'il y avait des tâches physiologiques. Donc je dirais c'est plus pour le fun du caractère joli ou pas joli de la parcelle, mais sinon on va pas s'affoler avec ça. Ok. Alors, on a une autre question. Dans le contexte actuel, les variétés à gros grains ont-elles plus de chances de limiter les dégâts? Alors, là, il faut remonter à des expérimentations très anciennes, mais très nombreuses à l'époque, qui comparaient sur des argilo-calcaires superficiels le comportement de variétés à très petits grains. C'était la variété Soissons à l'époque pour les plus vieux d'entre nous, comparé à la variété Thésée qui était à très gros grains. Et les expérimentations d'alors avaient montré qu'effectivement, en milieu sec et sous sécheresse, les variétés à gros grains s'en sortaient plutôt mieux que les variétés à petits grains. La raison principale à cela est qu'une variété à gros grains, généralement, a besoin de moins d'épis qu'une variété à petits grains pour faire son rendement. Et que dans une situation où naturellement le milieu, le climat nous freine la mise en place du nombre d'épis, eh bien vivent les variétés qui ont besoin du moins grand nombre d'épis par mètre carré pour faire leur rendement, donc les variétés plutôt à gros grains. Alors, pour finir néanmoins sur ce sujet-là, on n'a plus, me semble-t-il, véritablement de variétés à très gros grains. Hein. On a des variétés à gros grains, mais pas très gros grains comme on l'a eu dans un passé plus ancien. C'est qui les variétés à gros grains aujourd'hui d'ailleurs? Je réfléchis tout haut. Aidez-moi les copains. Les variétés à gros grains, si peut-être, qu'est-ce qu'on a eu sur les calabros, peut-être sur les plateaux de Bourgogne, j'ai ça en tête. On a calabro, il y a peut-être Comment? Orégrin, c'est pas des gros. Ah non, c'est pas une variété à gros grains. On n'a pas tellement, désolé. Non, il n'y a pas tellement de variétés à gros grains. On n'a pas les variétés, non, mais je ne veux pas faire le grand-père du quartier avec Thésée, Trémy et des variétés comme celle-là. Ça, c'était des variétés qui avaient des PMG supérieurs à 60 grammes. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Quelqu'un qui dit, Emmanuel dit Caphorn pour les encore plus oui, vieux. Emmanuel, salut Emmanuel. Caphorn, oui, mais Caphorn, c'était déjà après, hein, c'était moins gros grain qu'aujourd'hui. Tiens, Emmanuel, toi qui sais tout ça par cœur, t'as pas une variété à gros grains là des plateaux de Bourgogne? Autrement, il aurait dit autant. C'est peut-être une variété. Oui, non, mais stop, parce que là, on va ouvrir une maison de retraite. Hein. Ça suffit, il y a plus de jeunes autour de la table que de vieux, donc arrêtez. Non, mais tout ça, c'est un clin d'œil pour se dire qu'il n'y a plus véritablement de variété à gros grains. Et il n'y a plus non plus d'ailleurs de variétés à très petits grains, comme l'était Soissons. Hein. Aujourd'hui, on est dans une mouvance où on a Complice, on a LG Absalon, on a Fructidor, Chevignon, je vous en passe des meilleurs. Tout ça, c'est dans le 45 grammes, c'est-à-dire pile poil dans le milieu de la gamme. Donc, on n'a plus cette différenciation possible de taille de grain des variétés par rapport à des milieux. Horloge est une variété à très gros grains. C'est possible, ouais. Il y a Horloge, Sillon. Ouais, Sillon, ça, voilà, très bien. Voilà. Sillon.
Voilà. Sillon, et d'ailleurs, Sillon, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, on le préconisait, bon, partout sans doute, mais plutôt, moi, de mon point de vue, sur des argilo-calcaires superficiels qu'ailleurs, hein, Sillon. Parce qu'ailleurs, je pense qu'il était peut-être un peu limité en rendement. Oui, alors généralement aussi, ces variétés à très gros grains ne sont pas des variétés à très très gros potentiel. Alors vous allez dire, on s'en fout, puisque de toute façon, on voudrait les privilégier sur des milieux à faible potentiel. Ok. Bon, je pense que là, on a fait à peu près le tour des questions. Hein. Et symptomatiquement, il n'y a pas de questions sur les maladies. Et à la limite, ça ne m'étonne pas, parce que pas d'eau, pas de maladie. Hein. C'est le principe un peu de base. Hein. Pas d'eau, pas de maladie. Il n'y a pas eu de question non plus sur un phénomène qu'on n'a pas abordé non plus, mais parce que c'était un peu volontaire dans la mesure où les carottes étaient cuites. C'est tout ce qui tourne autour de la JNO. Hein, les orges d'hiver et les blés ont été atteints de manière très significative par la JNO. Alors essentiellement peut-être en Bourgogne, je me rends moins compte plus au nord, en Lorraine, mais c'est vrai que ça ne sert à rien de parler du malheur une fois que le malheur est arrivé. Pas très constructif. Je pense qu'au niveau du timing, on est correct. Je ne sais pas qui voulait faire le mot de la fin, mais dans tous les cas, sachez que dans les questions, avant de nous quitter, hein, je viens de vous remettre le questionnaire de satisfaction, si vous pouvez prendre, ça prend 30 secondes pour le remplir. Ça veut dire quoi qu'on copie-colle, on l'ouvre directement là, je crois. Hein, normalement, c'est un lien hypertexte. Ouais, vous pouvez cliquer, vous tombez directement sur le questionnaire. Il y a 30 secondes pour répondre. Hein, vos avis sont précieux. Donc, surtout... Je note qu'il y a eu beaucoup de questions et je vous en remercie. Nous vous en remercions. Beaucoup de questions. Alors évidemment, beaucoup de questions liées à la fertilisation azotée, mais on pouvait s'y attendre. Hein. C'est à mon avis le principe du genre de webinaire qu'on a voulu organiser ce matin sur 1 heure. Hein. On a pensé que ce n'était pas forcément utile de jouer la montre sur la longueur. Sur 1 heure, eh bien, on répond aux questions du moment. Et j'ai presque envie de dire, alors, sans rien vous cacher, on n'a pas forcément réfléchi à la suite des événements, le groupe là, de 5 qui organisait ce moment d'1 heure. Mais moi, je me dis que, compte tenu que nous sommes certainement, probablement, voire sûrement conviés à rester chez nous jusqu'au 11 mai, moi j'imagine qu'on puisse reproduire un petit événement comme celui-là d'ici une dizaine de jours, hein, pourquoi pas, je dirais tiens au moment de la méiose par exemple, hein, on pourrait imaginer un rendez-vous comme celui-là. Donc peut-être, sans en avoir parlé avec mes collègues là, on peut dire rendez-vous à la méiose pour un moment comme celui-là. La méiose, compte tenu de l'avance de l'année, on va dire que c'est entre fin avril et tout début mai, je pense. Hein, c'est quand la ligule de la dernière feuille atteint la ligule de l'avant-dernière feuille, hein, ou lorsque la dernière feuille s'étale véritablement. Voilà le stade méiose, stade clé hein, de formation du pollen pour le blé ou pour les orges. Oui, je vous parlais de blé là. La méiose de l'orge interviendra bien avant, évidemment. Merci, merci à tous. Et puis, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Nous l'imaginons. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.